Ok. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Pierre Mustière, je suis le président de l'UFE Japon. L'UFE, c'est l'Union des Français de l'étranger. Nous organisons très régulièrement des conférences sur des sujets culturels, sur des sujets pratiques de la vie au Japon. D'habitude, on a des sujets, on va dire, que Pierre Sevès nous présente qui sont un petit peu plus orientés sur l'histoire. Pour une fois, Pierre va nous parler d'un autre sujet qu'il maîtrise très bien. C'est tout ce qui est autour de la prévention autour des tremblements de terre. Pierre est au Japon depuis 40 ans. Il a préparé beaucoup de choses autour des tremblements de terre et c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup la communauté. On a vécu ces quelques dernières semaines des tremblements de terre un petit peu plus forts peut-être que d'habitude, entre guillemets, à Tokyo. Donc on se dit, c'est quelque chose pour lequel il faut se préparer. Donc est-ce que c'est quelque chose où est-ce qu'il faut en avoir peur? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un sujet d'intérêt pour tout le monde. Donc, je vais laisser la parole à Pierre qui va nous présenter donc, ce sujet d'intérêt général pour la communauté, un séisme de grande ampleur à Tokyo. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Donc, merci Pierre. Ok, merci, merci Pierre. Et donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de tremblement de terre et des préparations qu'il faut faire pour le tremblement de terre. Mais avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, je voudrais me présenter rapidement et vous dire donc comment je suis arrivé à pouvoir parler de tremblement de terre. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis depuis très longtemps au Japon. En fait, je suis arrivé en 77 et c'était pour Michelin. Donc, à l'époque, j'en suis reparti au bout de 6 ans sans avoir connu de tremblement de terre majeur. Mais je suis revenu en 94. À l'époque, c'était pour aérospatial et juste à temps pour le tremblement de terre de Kobe, donc en 95. En 2000, j'ai changé de métier, je suis rentré chez Nissan et pour Nissan, j'ai créé une fonction gestion de risque et qui, entre autres choses, donc s'occupait de la préparation au tremblement de terre. En 2010, j'ai pris ma retraite, je me suis installé à Yokohama et c'est là que donc j'ai subi le tremblement de terre de 2011 qui, comme beaucoup de monde, m'a secoué physiquement, mais également moralement. J'ai continué après à faire un peu de consulting pour les sociétés françaises qui s'est implantées au Japon et pour les aider à créer et à monter des PCA, des plans de continuité d'activité, donc toujours la préparation pour le cas de tremblement de terre, mais dans un cadre donc industriel cette fois-là. Alors, en plus de ces donc, activités professionnelles, ça fait pratiquement 30 ans que je suis îlotier. Alors, j'ai commencé à être îlotier à Setagaya-ku, après à Shibuya, et puis depuis une dizaine d'années, donc à Yokohama. Alors, j'ai participé à ce titre à des dizaines de comités de sécurité à l'ambassade. Également, donc j'ai participé à un certain nombre de réunions pour essayer d'information hein, pour les résidents sur la préparation au tremblement de terre. Et en particulier, je dois signaler les attendez, je vais retenir, signaler les réunions de préparation qui ont été faites, et en particulier par les îlotiers hein, de Shinjuku et de Bunkyoku qui faisaient donc tous les ans une grande messe de préparation à l'Institut à
à Inabashi. Donc ces réunions étaient très sophistiquées, j'y ai participé donc de temps en temps. On a fait aussi à Yokohama des réunions bon, plus modestes, encore que de temps en temps on a fait ça chez les pompiers, c'était avec à une certaine ampleur. Et donc, j'ai pu, tout au cours de ces réunions, voir un peu quels étaient les sujets qui intéressaient les Français, quelles étaient leurs questions, leurs inquiétudes. Et donc, ça m'a permis de mieux comprendre ce dont ils pouvaient avoir besoin. Et donc, le résultat hein, de toutes ces questions, ça a été d'essayer de faire un petit livret qui permettait d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce qui se fera. Parce que le problème de ce genre de réunion, c'est un côté quelquefois un peu frustrant, parce que les résidents reçoivent une quantité d'informations tout à fait impressionnante, et ils ont du mal un peu à faire le tri entre ce qu'ils doivent réellement appliquer et ce qui ne doit pas être, ce qui ne doit pas être gardé. Et les informations, le problème n'est pas que les informations manquent, c'est que les informations sont souvent trop abondantes et pas toujours de très bonne qualité. Alors, je vais vous donner un exemple d'une information que j'avais reçue il y a donc quelques années et qui est une liste des choses qu'il faut avoir en cas d'évacuation. Alors, la liste est divisée en deux groupes. Il y a la liste primaire de ce qu'on doit emporter quand on quitte en catastrophe son appartement et la liste secondaire de ce qu'on doit avoir si on est dans un refuge de quartier. Alors, cette liste, en fait, vous voyez elle est très longue, hein, il y a plus de 100 articles. Il est très difficile de regarder tout en détail. Alors, tout n'est pas absurde dans cette liste, hein, il y a des choses tout à fait raisonnables, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, là, on voit en cas hein, de sortie catastrophique de chez soi, il faut emporter, disent-ils, une corde d'au moins 7 mètres. Alors, je ne vois vraiment pas à quoi peut servir une corde de 7 mètres qui en plus va peser 3 kilos pour mettre dans un sac alors qu'on sera dehors en train d'essayer de voir si sa maison est en train de brûler ou de ne pas brûler. Donc je ne vois vraiment pas l'utilité hein, de cette recommandation. Même chose, demande également d'emporter des toilettes portables. Alors, je ne vois pas pourquoi, parce que des toilettes portables, on doit en avoir chez soi, il y en aura dans les refuges, mais ce n'est pas quand on sort dehors qu'on va avoir besoin de toilettes portables. Toujours dans la même lignée, ils disent il faut emporter, peut-être que 6 litres d'eau c'est trop, mais au moins 3 litres. Alors 3 litres, c'est quand on doit passer au maximum une demi-journée donc dehors, c'est pas forcément nécessaire d'emporter une grande quantité d'eau. Donc ce qui ressort de ça, c'est qu'en fait, les gens qui ont fait cette liste confondent plusieurs choses. Ils confondent les stocks de survie, ils confondent le sac d'urgence et ils ont l'air de considérer que tout le monde, de toute façon, devra être évacué, alors qu'en principe, 90% des gens vont se réfugier chez eux et rester chez eux et attendre le retour à la normale chez eux. Et donc, ce genre d'information est assez gênant, puisque quand on commence à avoir des doutes sur un point ou sur un autre, qu'il y a trop de points et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, donc finalement, quel est le résultat? On ne croit plus à rien et finalement, on ne fait rien. Et donc, c'est pour ça que le petit livret que j'ai rédigé essaie de rester strictement utilitaire en disant, c'est pas la peine de trouver des solutions à un problème qui n'est pas défini. Il faut donc commencer par comprendre quels sont les problèmes
auxquelles on aura affaire dans le cadre d'un tremblement de terre. Et pour chaque problème, laisser aux gens, on peut leur suggérer des suggestions, mais finalement, ce sont les gens qui devront trouver eux-mêmes leur solution à leurs problèmes. Donc, le livret que j'ai écrit a été mis sur le site de l'ambassade de France. Je l'ai révisé l'année dernière, donc ça a été compacté et simplifié. Et donc, il est toujours sur le site, mais il est un petit peu difficile à trouver. Donc, je vous recommande vivement, hein, d'essayer de le voir et de le télécharger. Donc, il faut aller, quand on est sur le site de l'ambassade, il faut aller dans Vivre au Japon, après choisir sécurité, risque naturel, ensuite préparation à une situation de crise. Ça vous amène donc à se préparer à un séisme de grande ampleur, et enfin vous arrivez donc sur cette page où tout en bas vous trouvez le guide des bonnes pratiques, qui est donc le nom de ce document. Et donc, ils ont eu la gentillesse de m'en attribuer la paternité. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous tombez sur un document qui fait 6 pages et qui donne donc un certain nombre de recommandations. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant est entièrement donc basé, le contenu, hein, et la même chose que ce qu'il y a dans ce livret, dans ce petit manuel, même si quelquefois d'ailleurs l'ordre ou la numérotation des recommandations n'est pas la même, parce que les présentations orales et les présentations écrites ne répondent pas tout à fait donc aux mêmes règles. Donc on va rentrer maintenant, hein, dans le vif du sujet et essayer de voir d'abord qu'est-ce qui va se passer pendant un tremblement de terre. Et ça, les Japonais en ont une idée quand même assez claire et assez précise, parce que les tremblements de terre, ils en ont eu quand même un certain nombre. Alors le premier, vous le connaissez, c'est en 1923. C'est un tremblement de terre qui a fait environ 100 000 morts, sans compter 5 ou 6 000 Coréens qui ont été massacrés à cette occasion, histoire de faire bonne mesure. C'était… non, attendez, je reviens en arrière. Ce tremblement de terre, à l'époque, l'ambassadeur était Paul Claudel. Et Paul Claudel raconte comment, après le tremblement de terre, il est parti avec l'attaché défense en voiture pour essayer d'aller retrouver sa fille Marie, qui était en séjour chez le consul belge qui était à Kamakura. Alors en fait, ils ont dû abandonner leur voiture très rapidement, et ils ont dû continuer à pied. Ils ont retrouvé donc la petite Marie, s'est choquée mais indemne, et ils ont pu la ramener donc à Tokyo. Alors à Tokyo, il avait laissé son ambassade en relativement bon état, elle avait bien tenu le coup, mais pendant son absence, elle avait brûlé. Et d'ailleurs, avec tout son manuscrit du Soulier de Satin qu'il a dû complètement réécrire. Alors, on a reproché assez souvent après, par la suite, donc à Paul Claudel, ce que certains appelaient un abandon de poste. Et je pense que sa démarche à lui montre qu'en cas de tremblement de terre, il y a un certain nombre de priorités. Il faut commencer par s'assurer de sa propre sécurité, ensuite celle de ses proches, et c'est seulement après qu'on peut commencer à s'occuper des autres. Alors, tremblement de terre encore, en 1995, donc comme je vous disais, je venais de revenir au Japon, et donc en janvier, le 17 si je ne m'abuse, tout d'un coup, 5 heures du matin, donc énorme tremblement de terre. Alors on a vu donc souvent un certain nombre de photos, celle-ci est devenue très célèbre, hein, de l'autoroute donc qui est couchée, un certain nombre d'immeubles qui se sont donc effondrés. Et puis, alors surtout, ce qui a frappé tout le monde, ce sont les incendies, hein, qui pratiquement pendant toute une journée ou même plus ont complètement ravagé des quartiers entiers de la ville. Donc ça a été un tremblement de terre d'abord totalement inattendu, parce que on pensait qu'à Kobe, il n'y avait pas de tremblement de terre. Il y a eu donc plus de 6 000 morts,
30 000 blessés à peu près, 300 000 sans-abri, et ça a été un très grand choc psychologique parce que les Japonais se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus vulnérables que ce qu'ils pensaient. Ils pensaient quand les incendies 1923 étaient quelque chose du passé, or visiblement ça ne l'était pas. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé après ce tremblement de terre, en particulier donc les normes de construction ont été considérablement renforcées et donc on bénéficie maintenant de nos jours donc de ces renforcements qui ont été faits dans toutes les normes antisismiques. Tremblement de terre encore, celui du Tohoku en 2011. Donc là, je pense qu'il y a un certain nombre parmi vous qui l'ont vécu. C'est un tremblement de terre qui est assez différent des deux premiers. Les deux premiers étaient des tremblements de terre de surface, hein, c'est-à-dire qui font des dégâts considérables, mais sur une surface relativement limitée. Là, c'était un tremblement de terre de plaques tectoniques, donc au large, très profond. Et donc, si il a secoué quasiment l'ensemble du Japon, d'un autre côté, il n'y a pas eu de dégâts énormes du fait du tremblement de terre lui-même. En revanche, tout le monde sait que c'est le tsunami hein, qui a été terriblement meurtrier, hein, donc plus de 20 000 personnes hein, qui sont mortes à cette occasion, et c'est le tsunami aussi qui a provoqué la crise nucléaire de Fukushima, qui a obligé une grande partie de la communauté française à quitter Tokyo et même très souvent donc le Japon. Alors, ce tremblement de terre était donc extrêmement puissant. C'était une magnitude 9, hein, qui est l'une des magnitudes les plus grandes qu'on ait jamais rencontrées. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler la différence qu'il y a entre magnitude et Shindo. Donc, magnitude, c'est une mesure assez scientifique de l'énergie qui est dégagée au centre d'un tremblement de terre. Mais ça ne dit pas grand-chose sur les dégâts qui sont provoqués et c'est pour ça que les Japonais préfèrent l'échelle Shindo, qui est une échelle de dégâts. Hein. Alors c'est une échelle également qui est exponentielle, qui est ouverte et les plus forts tremblements de terre que l'on ait connus sont des Shindo 7, force 7, hein, donc Tokyo et Kobe étaient force 7 et Kumamoto, que l'on va voir après, était force 7 aussi. Par référence, pour ceux qui étaient à Tokyo, donc à ce moment-là, le tremblement de terre de 2011 était un Shindo 5+, donc 5+, ça bouge quand même vraiment beaucoup, mais ça ne provoque pas vraiment de dégâts. Donc force 6, là on commence à avoir un certain nombre de choses qui tombent donc à droite et à gauche, et force 7, donc on a un certain nombre de bâtiments qui commencent donc à s'écrouler. Donc, le tremblement de terre de 2011 et le tremblement de terre suivant est celui de Kumamoto, donc en 2016, donc qui était également Shindo 7. Alors, lui avait une particularité, c'était que la première réplique a été plus forte que la secousse initiale. Donc, ils ont eu, en l'espace de quelques minutes ou d'une heure, deux tremblements de terre de force 7. Donc, ça a détruit un certain nombre de maisons, mais il n'y a pas eu d'incendie généralisé comme à Kobe. Les maisons qui se sont écroulées étaient essentiellement des maisons individuelles ou des petits immeubles qui étaient quand même pas très forts et vraisemblablement pas donc dans une norme antisismique d'après Kobe. Il y a quand même eu près de 300 morts hein, donc dans ce tremblement de terre qui a également gravement endommagé le château de Kumamoto, qui est maintenant d'ailleurs à peu près réparé. Alors, donc voilà les tremblements de terre. Donc à quoi faut-il se préparer et s'attendre pour Tokyo? Alors c'est en fait assez simple. Il faut craindre
un tremblement de terre du type 1923, donc un tremblement de terre dont l'épicentre serait à Tokyo ou proche de Tokyo, et avec un Shindo force 7. Alors, comment s'y préparer? Bon, c'est ce qu'on va voir dans le détail, mais la première préparation, je pense, dans ces cas-là, c'est une préparation mentale. Donc, il faut arrêter de se dire: «Oh, pourvu que ça n'arrive pas pendant mon séjour», et se dire: «Ça va arriver pendant mon séjour, mais comme je vais me préparer, je pourrai quand même dormir tranquille». Les, euh, les autorités japonaises donc se préparent et ont fait toutes sortes de simulations et d'études sur l'impact que pourrait avoir un tremblement de terre donc de cette ampleur, de cette force-là à Tokyo. Alors, il en ressort que le décès est probablement pas le risque principal que l'on pourrait courir. Bon, bien sûr, les autorités prévoient qu'il pourrait y avoir au maximum 25 000 décès à Tokyo. C'est énorme, mais pour une population de 25 millions d'habitants, ça fait à peu près donc 1 pour 1000. Et si on rapporte ce 1 pour 1000 à la population donc de la communauté française, d'à peu près 10 000 personnes, ça voudrait dire au maximum 10 morts. Alors 10 morts, bien sûr, c'est beaucoup, c'est énorme et c'est beaucoup trop, mais c'est un maximum. Et d'une manière générale, les décès en cas de tremblement de terre viennent des maisons qui s'écroulent, également des chocs avec les meubles et les objets dans les appartements et les coupures avec du verre ou de la vaisselle brisée, et enfin avec les incendies. Comme les Français sont généralement en moyenne donc un peu mieux logés que les Japonais, il est probable donc que le pourcentage applicable aux Français serait donc un peu plus bas. Et donc, s'il n'y avait aucun mort français dans la communauté française pendant un tremblement de terre, ce ne serait pas étonnant outre mesure. En revanche, le risque de blessure, lui, est donc plus grand. Les autorités toujours japonaises envisagent 250 000 blessés, donc cette fois-ci, on est à 1% de la population. Donc les causes sont les mêmes, en gros, que les décès, c'est-à-dire essentiellement les chocs de meubles et les coupures donc de verre ou de vaisselle. Alors, c'est néanmoins donc important parce que après un tremblement de terre, il n'y aura pas de moyen de se soigner. Donc, il n'y aura pas d'ambulance, il n'y aura pas d'hôpitaux. Et donc, il faudra traiter les blessures légères sur place. Et les blessés graves, ce sera un problème donc très sérieux. Alors, évidemment, c'est assez inquiétant. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut diminuer les risques de blessures de façon considérable, et en particulier donc en fixant ces meubles chez soi. On va y revenir, c'est l'un des points donc importants de la préparation. On continue dans les dégâts et avec probabilité croissante, toujours dans les études japonaises, il prévoit que 10% des logements donc pourraient devenir inutilisables. Alors pourquoi? Donc si il s'est effondré, s'il a brûlé, ou s'il y a des dommages structurels dans un ensemble, dans un immeuble, ils deviendront donc inhabitables. Comme je l'ai dit, les Français donc sont en général mieux logés. Il est probable donc que ce pourcentage sera un peu plus bas donc pour les Français, mais ça veut dire quand même qu'un nombre négligeable, peut-être donc plusieurs centaines de nos compatriotes devront se réfugier soit chez des amis, soit dans des refuges de quartier qui sont prévus à cet effet. Alors j'en profite pour donc vous dire que les refuges de quartier, qui sont généralement installés dans des écoles, les refuges de quartier sont réservés à ceux qui ont perdu leur logement.
Donc les gens qui n'ont pas perdu leur logement, qui peuvent toujours être chez eux, devront être chez eux, et c'est chez eux qu'ils devront attendre le retour à la normale. Le En plus, la vie dans les refuges de quartier sera difficile, hein, parce qu'il y a une très grande promiscuité avec des gens qui sont tous donc plus ou moins traumatisés. Il n'y a personne qui parlera anglais et donc la cohabitation, hein, donc pourra être assez difficile et parmi les Français qui sont là, le fait d'être totalement isolés, coupés d'informations, trouver personne avec qui on peut échanger, sera probablement une expérience assez difficile. Nous continuons dans les domaines de mobilité de plus en plus élevés, puisque 100% du ravitaillement, des transports, des télécommunications seront coupés, hein, même si on peut toujours utiliser son appartement. Il n'y aura plus d'électricité donc pendant au moins une semaine ou un peu plus. L'eau, le gaz et le tout à l'égout seront coupés pendant beaucoup plus longtemps, probablement donc même plusieurs mois. Et l'un des problèmes, bon évidemment, pas d'eau, on ne peut pas boire, on peut difficilement se laver et il y a un autre phénomène, c'est que le tout à l'égout ne marchant plus, il n'y aura plus de WC disponible. Et donc ça, ce sera un problème donc très sérieux sur lequel on va revenir. Le téléphone donc ne marchera plus. Il n'est pas impossible que les applis SNS sur les smartphones continuent à fonctionner et cela pendant quelque temps ou même de manière continue, mais ce n'est pas quelque chose dont on peut être sûr. Ça, il faudra attendre pour voir. Je vois que oui, j'avais un message me disant que la connexion Internet était instable. J'espère qu'elle est revenue et que vous m'entendez. Les magasins d'alimentation seront vidés donc en quelques heures et prendront plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de revenir à la normale. Et enfin, les transports publics hein, donc seront stoppés et il est très difficile à dire donc combien de temps cela pourra prendre avant un retour. Ça dépendra énormément de la nature des dommages hein, qui auront été encourus. Donc, à mon avis, le plus grand risque donc, que va courir la communauté française pendant un tremblement de terre, c'est le stress. Le stress parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire donc juste après les secousses. Le stress parce qu'on ne sait pas si les enfants qui sont à l'école sont saufs ou ne sont pas. Si la famille hein, qui risque d'être dispersée, on ne sait plus du tout comment ils sont, dans quelles conditions ils sont, comment est-ce qu'on va les retrouver. Le stress que j'en ai parlé d'être isolé au milieu de Japonais dans un refuge, le stress parce qu'on n'a pas prévu suffisamment donc à boire ou à manger. Et ce stress cumulé peut être assez dangereux et peut laisser des traces. Mais la bonne nouvelle, c'est que un stress, ça peut se réduire avec de la préparation de manière considérable et essentiellement la préparation donc aura pour effet de diminuer le stress auquel seront soumis donc les Français au Japon. Alors, je vais maintenant essayer de passer en revue de manière chronologique ce qui se passera pendant un tremblement de terre et à chaque niveau, quelles sont les mesures préparatoires qu'il faut prendre. Alors, on commence par juste avant les secousses. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'applis ou de méthodes de systèmes qui sont censés donc vous avertir juste avant un tremblement de terre. Alors, ça peut venir par la télévision, c'est peut-être les smartphones qui se mettent à sonner dans tous les sens, ou des applis comme Yurekuru
qui vous annonce donc à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre. Alors, mon conseil général est de ne pas trop compter sur donc, tous ces modes d'alerte préalables, parce qu'ils sont fondés sur un même principe, c'est-à-dire la différence de vitesse de propagation des ondes électromagnétiques et des ondes de choc. Les ondes électromagnétiques allant plus vite, donc on peut être prévenu avant que le choc n'arrive. Le problème est que si c'est loin, donc il y aura un certain nombre de secondes d'avance qui permettront d'être en avance, mais d'un autre côté, on n'aura pas vraiment besoin parce que comme c'est loin, les secousses ne seront pas très fortes. En revanche, si c'est très proche et donc très fort, vraisemblablement l'alerte arrivera en même temps que les secousses et ne fera qu'ajouter à la panique. Donc mon conseil, ne comptez pas trop là-dessus et donc préparez-vous indépendamment de ces applications, de ces systèmes. Alors, pendant les secousses, il y a un certain nombre de conseils qui courent un peu partout. Il faut se mettre sous une table ou dans l'encadrement d'une porte. En fait, si c'est une force 7, on ne tient pas debout. Donc, on n'arrivera pas à se mettre, ou difficilement à se mettre sous une table. Donc, le conseil est plutôt de se mettre en boule, de se protéger la tête et d'essayer d'éviter donc les objets qui tombent ou qui volent. Et puis d'attendre que ça se calme un petit peu avant de bouger. Un conseil néanmoins, quand on recommence à pouvoir marcher, surtout ne pas se précipiter au dehors. Les appartements et les maisons, les constructions japonaises, dans l'ensemble, tiendront. Je t'en dirai pas tant, il y a d'autres pays où je ne donnerai pas le même conseil, mais au Japon, on a tout intérêt à rester là où on est parce que il y a du verre ou des gravats qui peuvent tomber le long des façades. Et donc, si vous sortez juste à ce moment-là, imaginez, c'est une véritable guillotine. Donc, le conseil est, on ne change pas de milieu tant que ça continue à bouger. Quand on est dedans, on reste dedans. Quand on est dehors, on reste dehors. Et on attend que les secousses aient cessé avant de bouger. Si ça se passe donc en pleine nuit, il n'y aura plus d'électricité et donc il fera nuit noire. Et donc, il y a certains des amis qui étaient à Kobe qui m'avaient donné ce conseil. Il faut avoir une lampe donc à côté de son lit. Alors maintenant, les lampes, ça devient de plus en plus facile puisque les smartphones, ça sert aussi de lampe. Et puis, il faut mieux avoir aussi une bonne paire de sandales donc dans sa table de nuit, de façon à ne pas avoir envie de courir, voir si les enfants sont saufs dans leur chambre et de se couper les pieds sur du verre qui risque de se trouver partout. Donc, une lampe et des sandales pourront vous éviter des blessures. Donc, je reprends les recommandations et donc surtout la recommandation numéro un, c'est fixer vos meubles, attachez-les, évitez donc qu'ils tombent, qu'ils se renversent ou qu'ils soient projetés d'un bord à l'autre de la pièce. Alors, la manière donc de fixer les meubles, donc les trois grandes manières pour les commodes et autres tansu. La première, c'est de surélever l'avant donc du meuble de façon à le faire reposer contre le mur et à le rendre plus stable, ou bien de le fixer avec des barres donc sur le plafond, si votre plafond est suffisamment solide. Et la dernière méthode, c'est donc de l'attacher au mur avec toutes sortes de moyens. J'ai, pour trouver donc ces modes de fixation, il suffit d'aller dans le home center le plus proche. J'en ai un qui est à côté de chez moi. Et donc voilà le rayon donc fixation des meubles. Et donc vous pouvez fixer donc avec des vis ou en collant
même sur le mur. On dirait, si on colle sur le mur, on colle sur le papier, donc ça ne résiste que ce que résiste le papier, mais ça résiste bien en fait, hein. Et puis, il faut bien se dire que n'importe quelle fixation est meilleure que pas de fixation du tout, car ça peut faire la différence entre donc un meuble qui bascule et un autre qui bascule pas. Un autre point auquel il faut faire donc très attention, c'est dans les chambres, éviter d'avoir des meubles qui puissent tomber et bloquer les portes, hein. Donc imaginez la situation, euh, les enfants sont à l'intérieur de leur chambre, ils crient, mais on ne peut pas ouvrir la porte parce qu'il y a une étagère qui est tombée et qui bloque tout. Donc éviter, dégager les portes des chambres et éviter qu'elles puissent être bloquées par des meubles. Et donc, la dernière recommandation est celle dont j'ai parlé, celle des lampes et des sandales. Alors, donc, on a vu ce qui se passait en gros pendant les secousses. Et donc, juste après, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça dépend un petit peu où est-ce que vous êtes, hein. Si vous êtes à l'école ou au bureau, donc probablement, vous n'avez qu'à suivre les instructions et faire comme on vous dit de faire. À la maison, moi je me souviens qu'en 2011, quand ça s'est arrêté de bouger, je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Alors, je ne savais pas très bien quoi faire, donc je suis descendu pour voir, j'ai discuté un peu avec le gardien qui m'a dit: «Bah non, il n'y a pas grand-chose à faire». Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit: «Mais attention, je suis au rez-de-chaussée, la mer est à moins de 10 mètres parce que mon appartement est juste à côté du port. Et s'il y avait un tsunami?» Alors, j'en profite, je fais une incise à cet endroit-là. Le risque de tsunami, à l'intérieur de la baie de Tokyo n'est pas très élevé. Alors, j'en dirais pas tant, hein, pour les gens, hein, qui habitent, donc à Kamakura ou, hein, ou Zushi ou des coins comme ça qui sont sur l'océan et pour qui, le risque de tsunami est important. Eux, si, ils descendent donc après les secousses, ils ont tout intérêt à se préoccuper du tsunami et donc soit, rester dans les étages si leur, immeuble est suffisamment haut et solide, soit gagner, des hauteurs, si ce n'est pas le cas. Mais donc à l'intérieur de la baie de Tokyo, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas considérer, de ne pas tenir compte du risque de tsunami. Enfin, c'est disons, une recommandation personnelle, hein, chacun est absolument libre de faire comme il le pense. Alors donc, quand on est donc juste après tremblement de terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà une liste de choses qui, à mon avis, doivent être faites. La première, donc, c'est de vérifier que tout le monde est sauf dans l'appartement. La deuxième, c'est de couper l'électricité, l'eau et le gaz, hein, parce que si l'électricité est coupée partout, ça ne veut pas dire que quand on la remettra, il n'y aura pas un court-circuit quelque part. Et donc, les incendies sont quelquefois donc, décalés dans le temps. Et donc, couper également l'eau et le gaz. Et donc, vous aurez tout intérêt à avoir repéré à l'avance où est-ce qu'on coupe l'électricité, l'eau et le gaz, parce que juste après un tremblement de terre, on n'est pas dans un état mental très propice à ce genre de recherche. La chose suivante, à mon avis, et là je voudrais insister là-dessus, c'est de contacter ses voisins. Contacter ses voisins si jamais vous avez besoin d'aide, ou même pour savoir si eux en ont besoin. Donc ça, on va y revenir. Les voisins en cas de tremblement de terre, c'est extraordinairement important. Il faut vérifier si vous n'avez pas des débuts d'incendie, et parce qu'un début d'incendie, on peut encore le combattre, à condition d'avoir un extincteur. Donc, c'est l'une des choses qu'il faut vérifier. Et donc, si jamais il y a un début d'incendie, mais vous n'arrivez pas à le combattre, donc il faut crier au feu et puis donc évacuer l'appartement. Alors, je pense que dans tous les cas, d'ailleurs, il est recommandé de quitter l'appartement pendant quelque temps pour s'assurer qu'à un endroit ou un autre, il ne va pas y avoir un incendie et qu'on ne va pas être bloqué
dans les étages quand il y a un incendie. Donc, sortez pour pouvoir, pas besoin de rester très très longtemps, au bout d'une trentaine de minutes, on doit savoir si l'immeuble va brûler ou ne va pas brûler. Quand on sort, il faut prendre un sac d'urgence. On va revenir là-dessus et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce sac d'urgence ou qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en particulier. Donc, pas de corde de plus de 7 mètres, c'est pas besoin. Donc, normalement, après donc une trentaine de minutes, la plupart des gens vont pouvoir rentrer chez eux. Si on ne peut pas, parce que l'appartement n'est plus habitable, donc à ce moment-là, il faudra aller donc vers le refuge de quartier et donc il sera bon d'avoir repéré à l'avance où est le refuge de quartier. Il est question donc quelquefois des zones d'évacuation temporaire. Ce sont des zones qui sont prévues si jamais les incendies sont tellement importants et grands qu'on ne peut même plus rester donc dans son quartier ou devant son appartement et que donc on doit aller se mettre à l'abri dans ce qui généralement c'est des parcs publics et en attendant que l'incendie se calme. Je pense qu'il est très peu probable que des Français aient besoin d'aller dans des zones d'évacuation. La plupart donc pourront rester donc en bas de chez eux. Alors ça fait penser que j'ai eu une fois une question d'une dame qui disait mais comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver sa famille dans une zone où s'il y a d'évacuation où il y a 100 000 personnes? Alors non, on ne retrouve pas sa famille dans une zone d'évacuation. La zone d'évacuation, c'est fait pour attendre que le quartier brûle et après donc on va dans un refuge. Et donc on retrouve sa famille soit chez soi, la plupart des gens, soit dans le refuge de quartier si on n'a plus de maison, pas dans une zone d'évacuation temporaire. Je vous disais que les voisins étaient extraordinairement importants parce que dans les heures et même les jours qui suivront un tremblement de terre, aucune autorité ne pourra vous venir en aide. Pas la police, pas les pompiers. Les pompiers nous l'ont dit quand on a fait des exercices avec eux, ils nous ont dit ne comptez pas sur nous, nous on sera en train d'éteindre les incendies, on ne pourra pas aller s'occuper des résidents à droite et à gauche. Et l'ambassade ne pourra rien non plus, même si on arrivait disons, à les contacter par téléphone, mais il n'y aura pas de téléphone de toute façon, et même si on pouvait les contacter, ils ne pourraient rien faire. Donc vous serez seul et avec vos voisins. Et c'est pour ça qu'il est si important donc de connaître ses voisins. Et je pense que le meilleur investissement qu'on pourrait faire en guise de préparation de tremblement de terre, c'est d'aller voir ses parents, ses voisins, d'aller donc acheter une boîte de chocolat et aller leur dire, écoutez, en cas de tremblement de terre, Yoroshiku. Parce que, en particulier, si vous avez un blessé sérieux, pour arriver à trouver où il faut amener, donc probablement il faudra aller donc au refuge de quartier pour essayer de savoir quel est l'endroit où on peut amener des blessés, et puis pour les transporter ensuite, donc il faudra absolument avoir l'aide de ses voisins ou aider ses voisins pour le faire. Donc, je reprends les recommandations sur cette période. Il faut avoir un extincteur, il faut connaître ses voisins, il faut avoir une trousse de premier secours pour traiter les blessés légers, il faut avoir repéré le refuge de quartier et il faut avoir préparé un sac d'urgence sur lequel nous allons nous étendre un peu plus longtemps. Qu'est-ce que c'est que le sac d'urgence? Donc, il ne faut surtout pas confondre ça avec un stock de survie. C'est ce qui doit vous permettre d'emporter le strict nécessaire au cas où vous sortez de chez vous en catastrophe et que vous ne pouvez pas y revenir. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut là-dedans? Il faut de l'argent, des papiers, un passeport, des livrets bancaires, des cartes de crédit. Il faut bien sûr son smartphone, parce qu'on ne peut plus vivre maintenant sans smartphone, mais il faut aussi des batteries de rechange parce que si vous n'avez plus d'électricité dans votre smartphone, il ne vous servira à rien. Il faut aussi, pour les gens qui ont des besoins spécifiques, et je pense en particulier aux gens qui prennent des médicaments, et il faut avoir un stock de médicaments parce que pendant quasiment un mois, vous serez incapable d'en avoir, d'aller voir un médecin ou d'avoir une ordonnance, et si vous avez une ordonnance, d'aller acheter
simplement donc des médicaments. Donc il vous faut absolument avoir un stock d'au moins un mois et ce stock, vous devez l'emporter tout entier, hein, dans votre sac d'urgence. Alors même chose également pour les familles qui ont des bébés, il faut avoir de quoi donc vous occuper de votre bébé pendant donc au moins une semaine et donc avoir enfin, la nourriture, l'eau, les couches, enfin ce qu'il faut pour vous occuper du bébé. En plus, donc vous risquez de devoir rester dehors donc une demi-journée ou une journée. Donc il faut avoir de quoi, hein, se protéger donc contre le froid ou la pluie ou au contraire contre le soleil, donc si c'est en été et éventuellement donc avoir un peu de quoi grignoter ou boire, mais c'est pas quelque chose d'essentiel. Enfin, si jamais vous avez eu le malheur de perdre votre maison et que vous ne pouvez pas revenir chez vous, vous devrez aller directement donc au refuge de quartier. Et là, si le refuge vous fournira donc l'eau, la nourriture et le couvert, en revanche, vous aurez besoin d'amener vos propres affaires de toilette, quelques sous-vêtements de rechange. Et donc ça, c'est ce qu'il faut mettre dans le sac d'urgence. Alors un conseil, n'achetez surtout pas un sac tout fait, parce que si vous achetez un sac tout fait, vous penserez avoir résolu votre problème et en fait, il ne contiendra que des choses dont vous n'aurez pas besoin. Donc un sac, ça ne s'achète pas, il faut le composer soi-même. Donc on continue à dérouler le scénario. Si vous avez survécu en gros aux premières heures, aux premiers jours donc de tremblement de terre, la tâche principale sera vraisemblablement de réunir la famille qui risque fort d'être dispersée. Donc, sauf si ça se passe pendant la nuit, hein, donc comme à Kobe, toute la famille se retrouvera donc au domicile. Sinon, il y a des grands risques que les enfants soient à l'école, que l'un des parents soit au bureau, l'autre soit au domicile, soit en train de faire des courses. Et donc la famille sera dispersée et il faut la rassembler, la regrouper et on la regroupe où? On l'a dit donc au domicile, éventuellement si le domicile n'est plus utile, chez des amis si on l'a décidé à l'avance ou au refuge de quartier et donc il faudra que le refuge ait été repéré à l'avance. Alors si on a de la chance, les SNS sur smartphone continueront à marcher. Et donc, j'ai une recommandation qui est très, très importante, c'est de faire des groupes hein, sur SNS, donc que ce soit WhatsApp, Line ou quoi que ce soit, un groupe famille et que vous utilisez, donc vous testez régulièrement. Et en cas de tremblement de terre, tout le monde a l'instruction d'envoyer un message sur le groupe en disant: «Je suis à tel endroit, ça va bien et bah, je vais faire ce qu'on m'a dit de faire, c'est-à-dire rester ou attendre», etc. Heu, on ne peut pas être sûr que les smartphones continuent et donc il faut que tout le monde sache exactement ce qu'il doit faire. Donc par exemple, les enfants qui sont à l'école doivent savoir s'ils doivent attendre qu'on vienne les chercher et ça peut prendre 1 journée ou même 2 jours et ou si ils sont assez grands pour rentrer à pied. Et ça, généralement d'ailleurs, les écoles vous demandent de déclarer donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous autorisez vos enfants à revenir par leurs propres moyens? Ou au contraire, vous demandez que l'école les garde jusqu'à ce qu'on vienne les chercher? Heu Retour d'école, retour de bureau, si les distances sont longues, il faudra prévoir que le retour peut prendre du temps, d'autant plus que les sociétés ne seront pas autorisées ou n'autoriseront pas leurs employés à quitter le bureau avant d'être sûrs que la route pour revenir chez eux est libre et sans danger. Et donc ça pourra prendre 1, 2 ou 3 jours donc pour revenir et il faut le savoir à l'avance et y être prêt. Mais vous voyez bien que si vous avez réussi par SNS à donc communiquer
et à savoir où est la famille, vous allez diminuer le stress d'une manière absolument considérable. Si vous savez que les enfants sont à l'école et qu'ils attendent tranquillement qu'on vienne les chercher, donc il n'aura pas la peine de se faire d'énormes inquiétudes. Alors, je voudrais en profiter pour dire que quand vous faites un groupe famille, n'oubliez pas la famille qui est en France. Et donc, si vous envoyez un message à la famille en France en disant on vient d'avoir un gros tremblement de terre, ne vous inquiétez pas, tout va bien et on vous recontactera dès qu'on le pourra. Donc, vous allez les tranquilliser de manière fantastique et donc on verra que ça a une influence après sur le reste de la préparation au tremblement de terre. Donc, je reprends les recommandations numéro 3. 1, chaque membre de la famille doit savoir quelle conduite il doit tenir, s'il doit rentrer à pied, attendre à l'école, qui va chercher les enfants, etc. Créer donc un groupe SNS et échanger les situations juste après les secousses et ne pas oublier la famille en France. Alors, ne pas oublier la famille en France, je reviens là-dessus. Si la famille apprend qu'il y a un tremblement de terre par les nouvelles, sans savoir ce qui est devenu le reste de la famille qui est au Japon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter sur la cellule de crise que les affaires étrangères vont créer à Paris, qui elle-même va se retourner vers le consulat, qui va se retourner vers les îlotiers et leur demander d'essayer de trouver donc des nouvelles. Et donc un temps absolument considérable va être perdu pour des gens qui ne sont pas du tout forcément en danger. Donc avertir votre famille, c'est votre responsabilité et c'est votre devoir, hein, pour éviter que toutes sortes d'activités inutiles soient entreprises parce que vous n'avez pas réussi à avertir votre famille. Un dernier point, pour les gens qui sont au bureau et qui devront revenir à pied, sur quelquefois de longues distances, on leur conseille vivement de préparer un sac qui n'est pas un sac d'urgence, mais qui est un sac de retour à la maison, et dans lequel ils mettront, par exemple, des chaussures de marche, hein, pour des femmes qui sont souliers à talons. Normalement, ça fait une grosse différence s'il y a 20 km à marcher. Également aussi des cartes pour essayer de trouver le chemin pour le cas où les smartphones et Google Maps ne marchent pas. Donc on continue. En gros, la semaine qui suit le tremblement de terre, au bout d'une semaine, il commencera à y avoir un certain retour à la normale. Donc, on l'espère que l'électricité, l'internet reviendra. L'eau, on a dit que ça ne reviendrait pas, et tout à l'égout non plus, mais les autorités installeront des toilettes publiques dans les écoles, les parcs, à droite à gauche. Ce ne sera pas très confortable, mais enfin, ça marchera. La distribution d'eau sera faite par camion-citerne, donc vous aurez tout intérêt à avoir quelque chose d'un peu plus consistant qu'un verre ou une cuillère pour transporter l'eau et la ramener chez vous. Et les magasins recommenceront donc petit à petit à être approvisionnés. Et donc, pendant la semaine ou les 10 jours avant que ceci se mette en place, il vous faudra donc survivre chez vous sur vos réserves, et c'est donc le stock de survie qui vous permettra de faire ça. Alors, les gens qui, eux, seront en refuge de quartier, le couvert, les toilettes, l'eau, la nourriture seront fournis par le refuge, donc en attendant de trouver d'autres solutions. Le stock de survie, qu'est-ce qu'il doit avoir? Donc la première chose, ce sont les sacs hygiéniques de toilette, hein, parce que comme disaient les pompiers, on peut se passer de boire pendant un jour, on peut difficilement se passer d'aller aux toilettes pendant un jour. Donc c'est l'une des premières choses qu'il vous faudra avoir, c'est des toilettes portables ou des sacs hygiéniques de toilette.
Ensuite, c'est l'eau, hein, on en parle toujours, on dit 3 jours, 3 litres par jour par personne. Mon conseil, c'est d'utiliser en fait des grosses bouteilles d'eau minérale et de faire tourner les stocks. Parce que si vous avez un stock, hein, qui date d'un an, l'eau sera quand même plus très très bonne. Donc, buvez de l'eau minérale, piquez sur votre stock, et puis de temps en temps, donc remplacez ce que vous avez utilisé. Et puis donc, ayez un jerrycan ou il y a des jerrycans pliables maintenant qui sont très bien pour pouvoir transporter l'eau du camion citerne quand ça reviendra. Dans la nourriture, hein, il y a beaucoup de plats tout faits qui existent. On vous conseille d'avoir une certaine variété de plats, parce que tenir donc une semaine avec uniquement des biscuits, ça commence à porter sur le moral. Et pour la même raison, donc vous avez tout intérêt à avoir un réchaud, hein, de type camping avec des cassettes de gaz, de façon à pouvoir manger et boire chaud. Ça fera une grosse différence aussi pour le moral, surtout en hiver et quand il n'y aura pas de chauffage. Smartphone, bien entendu, mais aussi les batteries de smartphone. Alors, il existe des batteries de camping, je vais vous en montrer donc un exemple. Ça peut être un bon moyen pour s'assurer que vous puissiez donc recharger vos smartphones de façon permanente. Les médicaments, on en a parlé, hein, donc 1 mois de stock minimum pour les gens qui doivent en prendre, et puis également donc les articles pour bébé, vous avez tout intérêt à avoir un peu de réserve devant vous. Une radio à pile, bon, j'y crois qu'à moitié en fait, parce que je pense qu'on aura probablement donc de l'électricité plus tôt que d'essayer d'avoir donc une machine dont on ne sait pas très bien comment s'en servir, ni sur quelle station la régler. Donc, où trouver tout ça? En fait, vous allez dans le home center, hein, qui est le plus proche de chez vous, et donc vous voyez là, vous avez sur la gauche toutes sortes hein, des nourritures préparées, hein, déjà préparées, qui sont pas mauvaises. Donc là aussi, on peut faire tourner les stocks et en manger de temps en temps et remplacer donc au fur et à mesure. Ce que vous voyez donc juste devant, enfin plutôt à droite et en bas, ce sont des containers portables pour transporter de l'eau. C'est le genre de choses qui est utile. Et c'est pas très difficile donc à s'en procurer. C'est un autre exemple, alors là, ce sont des générateurs électriques ou des batteries, ou même un générateur avec des piles solaires. Bon, moi, ce que j'ai acheté, c'est la chose suivante. Donc, c'est une batterie de camping, et donc je pense qu'avec ça, j'aurai de quoi au moins recharger mon iPhone pendant une bonne semaine. On peut même brancher, donc éventuellement même la télévision, ou peut-être pas pendant très très longtemps, ou un ordinateur. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après dans les 2, 3, 4 mois qui vont suivre? Ce qui sera nécessaire avant d'un retour, j'allais dire complet à la normale. La manière dont je vois les choses, c'est que si les gens qui ont une responsabilité professionnelle seront obligés de rester sur place pour s'occuper de leur business et de relancer leur activité, la plupart des familles, je pense, préféreront rentrer en France pour attendre que la situation soit normalisée. Je pense que le lycée, vraisemblablement, une fois qu'il aura donc rendu les derniers élèves, fermera pendant un temps. Donc je pense que beaucoup quitteront le Japon donc à ce moment-là. Et plus donc le temps passera, et plus le consulat sera à même d'aider les résidents. Si dans les 2, 3 premiers jours, on ne pourra pas compter sur lui. En revanche, à partir de là, il va de plus en plus être nécessaire
pour aider un certain nombre de nos concitoyens qui seront dans la détresse ou dans le besoin, pour aider à informer les familles en France, et puis après, au bout d'un certain temps, pour organiser donc le rapatriement des blessés en particulier, ou aider à celui des familles. Alors, est-ce que on utilisera des vols normaux? Ça dépendra un peu dans quelle mesure hein, donc, les vols seront rétablis, ou est-ce qu'il faudra organiser quelque chose de spécifique, comme ça avait été fait en 2011. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, il est très important hein, pour vous d'être inscrit au consulat et donc d'être joignable à tout moment. Donc, pour ça, maintenant, la responsabilité hein, d'avoir ces informations à jour est la vôtre. Hein. Vous devez le faire directement et à travers donc servicepublic.fr. Donc, je vous engage, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, à aller vous connecter sur Service Public, regarder donc vos enregistrements et voir si tout cela est à jour et si vous êtes accessible et joignable en permanence. Donc voilà, on est arrivé à peu près donc à la fin de ce que je voulais vous dire. Il y a un dernier point quand même que je voudrais aborder, c'est que donc on a vu que le consulat, au bout d'un certain temps, donc allait arriver à aider donc l'ensemble des résidents de la communauté, mais il y aura un certain nombre de jours pendant lesquels il ne pourra pas faire grand-chose. Pendant ce temps, en revanche, la communauté, donc localement, les petits groupes, les îlots, à droite à gauche, pourront, sans attendre qu'on leur demande, donc s'organiser pour essayer de détecter les gens qui sont dans le besoin ou dans la détresse et de les aider, de les conforter. Je pense en particulier donc aux personnes qui seront isolées dans des refuges de quartier hein, et si on arrive à les repérer et à les visiter, ça peut leur les soulager de manière absolument considérable. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait absolument faire. Alors, comment le faire? Nous, à Yokohama Centre, on a créé un groupe Facebook, on a une vingtaine, je crois, ou une trentaine de familles, et où on échange de temps en temps. Alors, si l'Internet marche, ça peut être un moyen donc, de rester en contact assez rapidement avec les uns et les autres et leur demander si ils ont des besoins eux-mêmes, s'ils connaissent des gens qui en ont, et éventuellement savoir quelle est la personne qui est la plus à même d'aller visiter quelqu'un ou de les aider. Donc, je pense que cette solidarité locale mériterait d'être plus organisée maintenant et plus préparée. Et donc, si vous êtes intéressé à discuter de ça, je vous engage à me contacter, hein, donc par le biais de l'UFE. Hein, donc, ils vous donneront mes coordonnées, et puis pour essayer de voir comment on peut organiser un peu donc cette solidarité locale des tout premiers jours. Voilà, donc j'ai à peu près fini ce que je voulais vous dire et vous raconter. Et donc, pour revenir à la question du début, un tremblement de terre, hein, un séisme de grande ampleur à Tokyo, faut-il en avoir peur? Ben, moi, je crois que si on est préparé, c'est pas la peine d'en avoir exagérément peur. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci, merci Pierre. Alors, il y a eu quelques messages, quelques commentaires et quelques questions. Il y a des gens qui lèvent la main aussi, j'ai vu ça. Vous pouvez poser vos questions ou envoyer vos remarques dans le chat. Il y a aussi un onglet discussion. Pierre, est-ce que tu souhaites réagir? OK. Ben donc, je vais prendre les questions, hein, les unes après les autres. Alors, j'en ai vu une sur le Q&A hein, qui est merci pour les infos. Combien de jours de stock
une semaine. Oui, je pense qu'une semaine, hein, c'est ce qui est donc conseillé de manière habituelle. Si vous voulez être sûr, vous pouvez aller jusqu'à 10 jours. Mais bon, une semaine est généralement ce qu'on donne, hein. Une deuxième question, pourra-t-on fuir en voiture? Non. Alors là, la réponse est claire. Donc, je me souviens en 2011, hein, quelqu'un que j'ai interrogé sur la manière dont ça s'était passé. Et il disait, juste après donc les secousses, il s'est précipité dans sa voiture, hein, pour aller chercher ses enfants à l'école, et il n'est jamais arrivé, hein, parce que de toute façon, tout était bloqué, embouteillé, etc. Donc, la voiture n'est pas une solution. Je vous conseille vivement la bicyclette, mais en sachant que les bicyclettes électriques ne tiendront pas très longtemps. Donc, et elles sont pas très faciles, c'est pas très facile de pédaler avec une bicyclette électrique quand il y a plus de batterie, hein. Alors, donc voilà les deux premières questions. Je vais prendre celles qui sont sur le chat. Alors, ça va, on va prendre par ordre de, hein. Alors, et donc la première, bon, ça c'est gentil, c'est des remerciements. Voilà, après des commentaires effrayants. Yolekuru n'existe plus. Ah bon, bah alors écoutez, ça s'appelle maintenant PrEP, d'accord. Donc, ok. Donc, alors après, il y a un peu la reprise, en fait, c'est pas une question, mais plutôt une reprise de ce que j'ai dit. Bon, là aussi, j'ai également des commentaires, enfin des commentaires qui sont plutôt des reprises, hein, de ce qui a été dit. Donc, je pense que la présentation, hein, sera mise sur le site, donc UFE. Les gens pourront, hein, s'y reporter donc en cas de besoin. Et également, vous pouvez toujours vous reporter donc au livret qui est sur le site de l'ambassade. Alors, je vois que notre amie Fabienne dit: qu'est-ce qui fait dire qu'il y a peu de risque de tsunami dans la baie de Tokyo? Ben, en fait, c'est la structure géographique, hein, de la baie, qui est une baie qui est peu profonde, enfin la profondeur, elle est très étendue, hein, mais n'est pas très profonde, et l'entrée de la baie est très resserrée. Donc, ce qui veut dire que s'il y a donc un tsunami qui vient de l'extérieur, donc il sera en très large partie arrêté. Et donc les Japonais considèrent et annoncent, hein, qu'il n'y aura pas de tsunami supérieur donc à 3 mètres. Alors 3 mètres, c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est vraiment un maximum, et donc c'est assez peu probable. Alors, comme toujours, hein, on est toujours dans les probabilités, hein, c'est-à-dire que on n'est jamais sûr de rien, mais moi je pense qu'on peut quand même faire l'impasse sur le tsunami à l'intérieur de la baie, pas à l'extérieur, hein. Alors, là aussi, donc, un certain nombre de messages qui reprennent les conseils que je donne. Alors après, j'ai quelqu'un qui me dit que c'est pas sérieux d'acheter les voisins avec des chocolats. Euh, et alors oui, là, enfin, je suis pas sûr de très bien comprendre la question. Le chocolat, c'était juste une image. Mais sachant que les Japonais eux-mêmes, quand ils s'installent dans un nouvel appartement, la première chose qu'ils font, c'est donc de donner des chocolats à leurs voisins. Donc là, je ne fais que reprendre une coutume qui est japonaise et qui marche très très bien, hein. Alors on les
achètent pas, hein, c'est simplement, on trouve un moyen d'établir une connexion. Et donc là aussi, j'ai des messages, hein, qui reprennent en fait, hein, les conseils que je donne. Euh, Alors, les infos locales au Japon, oui. Alors, pour être français, c'est un secteur que je n'ai pas suffisamment travaillé. Et donc, toutes les suggestions, hein, que vous auriez euh, sur la question de l'information pourraient être utiles et pourraient enrichir le livret et les différents conseils que l'on peut donner. Donc, un certain nombre de gens euh, qui sont donc satisfaits de ce qu'ils ont appris. Je vois que Frédéric dit qu'il faut insister sur la nécessité d'être inscrit au consulat et puis donc éventuellement, hein, de discuter avec le réseau îlotier. Bon, et ça, c'est un truc qui marche un peu dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi donc que les îlotiers donc contactent les résidents et que les résidents contactent leurs îlotiers. Et donc, moi, je conseille vivement d'essayer de faire comme on a fait nous, donc des groupes ou des réseaux dans lesquels on peut donc normalement échanger entre donc îlotiers et résidents, ou entre résidents aussi d'ailleurs. Alors, oui, les BO, les problèmes des crevaisons, oui, alors évidemment. Est-ce qu'il faut prévoir des chambres à air de rechange? Oui, le cas échéant. Les, les communes calculent le risque, alors je ne sais pas si c'est peut-être le risque de tsunami, probablement, et ils les indiquent dans les hasards de map. Oui, donc on peut essayer de se reporter au hasard de map, hein, de sa région, hein, pour voir ce que disent les autorités japonaises plus précisément. Alors les maisons individuelles, je pense que les maisons individuelles qui sont bien construites, normalement, résistent, hein. Donc, c'est celles qui ont été faites un peu au rabais. Puis alors après, il y a toujours aussi un phénomène, c'est que ça dépend énormément du sol et de la qualité du sol, du sous-sol. Et que donc, vous pouvez avoir deux maisons côte à côte qui sont à peu près identiques. Il y en a une qui est écroulée et l'autre qui ne l'est pas parce que les ondes ne sont pas propagées de la même manière, hein. Donc, là, on ne peut pas être complètement sûr. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que la plupart des immeubles maintenant, enfin tous les immeubles récents, tiennent bien le coup, hein. Donc, en 2011, alors, il est vrai que ce n'était pas un tremblement de terre donc, qui venait juste d'en dessous, mais à Sendai, où donc les secousses ont été très très fortes, il y a eu quand même très peu de dégâts, et donc du fait du tremblement de terre, du fait des secousses. Et donc les maisons et les immeubles en particulier ont tendance quand même à bien tenir maintenant, au Japon. Alors, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de UFE, donc au Japon. Donc, si vous voulez vous reporter à la présentation, elle sera donc donc vous allez sur YouTube, vous faites UFE Japon et vous trouverez la présentation, en même temps d'ailleurs que toutes les vidéos des conférences précédentes. Et donc, il y a également donc les infos locales. Donc, au Japon, il y a ici un site, hein, qui est indiqué. Mais bon, le problème un peu des sites informatiques, c'est que il faudra que donc éventuellement, quand éventuellement il y a enfin, s'il y a de l'Internet, il y a pas d'Internet donc après le tremblement de terre. Et enfin, j'ai une dernière question. Comment faire quand il n'y a pas d'îlotier? Bah oui,
c'est effectivement un problème. S'il n'y a pas d'îlotier, vraisemblablement, vous n'aurez pas tellement de voisins français non plus. Et donc, vous serez amené essentiellement à vous débrouiller avec vos voisins japonais. Puis, donc, faut pas, j'allais dire, trop compter sur les îlotiers non plus, hein. Donc, ce ne sera pas forcément donc évident à établir le contact, hein, donc juste après un tremblement de terre, hein, et votre îlotier il sera peut-être écrasé sous les décombres, on ne sait pas. Donc, non, c'est pour ça que le fait d'avoir, de créer donc à l'avance un groupe d'échange donc permet de ne pas être dépendant donc d'une seule personne dont le téléphone sera peut-être en panne et donc de communiquer entre résidents autant que d'îlotier à résident ou de résident à îlotier. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai comme. Alors non, j'ai quelques autres questions donc qui sont arrivées. Donc, il y a quelqu'un qui me dit que merci pour la conférence. Ça a rappelé des vieux souvenirs de 2011 où on a eu beaucoup plus peur de la radioactivité que du tremblement de terre. Oui, c'est sûr, hein. Donc en 2011, le grand problème de la communauté française n'a pas été le tremblement de terre, ça a été la crise nucléaire, hein. Ça, c'est absolument sans aucun doute. Alors, ce qu'on espère, hein, c'est qu'en cas de nouveau tremblement de terre, donc, il n'y aura pas de nouvelles crises nucléaires. Bon, on ne peut pas en être sûr, mais on peut quand même raisonnablement l'espérer. Est-ce qu'il y a des risques que les accès routiers à Tokyo soient rompus pour une longue durée, hein? Je pense aux ponts routiers notamment. Oui, alors vraisemblablement, il y aura des problèmes, hein, sur les accès routiers. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que tout ne soit pas donc détruit en même temps et que donc on puisse relativement rapidement retrouver donc un certain nombre de chemins et de voies, même si c'est quelquefois on doit faire des détours, hein. Mais normalement, je pense qu'on devrait récupérer une communication routière dans un délai ou une certaine communication routière dans un délai d'une semaine environ. Est-ce qu'on dit home center en japonais ou est-ce qu'il y a une appellation en japonais? Non, home center, hein, c'est l'une des appellations les plus classiques. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure c'est pas un nom de société, hein, le home center. Donc moi j'en ai un juste à côté de chez moi. Il y en a beaucoup, hein, dans toutes les zones. Il y a donc des grands, enfin hein, des zones commerciales. La plupart du temps, il y a un home center. Alors, j'ai également comment trouver le lieu d'évacuation ou de refuge le plus proche de mon domicile à Tokyo. Sur le site de l'ambassade, ça ne semble pas marcher. Donc, alors là, évidemment, hein, donc tout le monde se pose la question. Donc, si vous êtes familier avec l'Internet japonais, hein, vous arriverez à travers le site de la ville hein, de résidence. Il faudra un peu naviguer, mais normalement, vous arriverez à trouver. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas en anglais, sont relativement plus difficiles. Et je pense que c'est probablement l'un des moyens où vous pourriez mettre vos îlotiers à contribution. La plupart des îlotiers hein, sont des gens qui sont depuis longtemps au Japon et qui soit donc parlent le japonais, sont ont des moyens de se faire aider pour trouver. Et donc, je pense que ça peut être une bonne occasion de contacter hein, son îlotier que de lui demander à aider à trouver quel est le refuge de quartier ou la zone d'évacuation donc temporaire la plus proche hein, d'un point donné. Alors une dernière question, que penser des risques de liquéfaction des sols dans les zones acquises sur la mer? C'est certainement un problème.
Et c'est un problème, moi, qui me touche personnellement, puisque je suis à Yokohama et j'habite au pied de la falaise dans une zone qui, dans le temps, était la mer et qui a été gagnée sur la mer. Alors, l'une de mes inquiétudes, c'est qu'en effet, pour sortir, je peux me retrouver suspendu et avoir besoin d'un bateau pour pouvoir quitter mon appartement. Donc, je n'ai pas de crainte particulière sur le fait que l'appartement tienne, mais en revanche, ça peut être difficile de sortir. Oui, les risques de liquéfaction des sols existent. euh, et existent d'autant plus d'ailleurs que les zones les polders en question, les zones gagnées sur la mer, l'ont été de manière récente. Les, les, c'est les umetatechi là, qui sont un peu anciens, ont souvent été faits avec toutes sortes de décombres et qui en font des choses assez solides. Quand c'est fait avec du sable, on avait vu ça donc en 2011 du côté de Disneyland. Il y avait des endroits où effectivement c'était devenu liquéfié. Donc là j'ai pas vraiment disons de solution à apporter. J'ai encore une nouvelle question à propos de la Hazard Map, qui est publiée en plusieurs langues, y compris en anglais. Oui, alors là c'est un autre phénomène, c'est si on arrive donc à partager ce genre d'information, et ce genre d'information est très local, puisque ce qui est vrai pour un quartier ou ne l'est pas forcément donc pour le quartier d'à côté. Et donc tout ce qu'on pourra faire pour développer la communication donc au niveau des îlots ou au niveau des communautés locales, à mon avis, permettra d'échanger ce genre d'informations de façon très utile pour tout le monde. Ok, et ben, je crois que c'était la dernière question et que je n'en ai plus. Ben, grand merci, Pierre. Comme tu l'as mentionné, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube, et puis on mettra à disposition aussi les slides. Je vais quand même vous annoncer notre prochaine conférence qui aura lieu le 26 mai. Ce sera en ligne a priori. Et ce sera intitulé « Le Japon et les Français » de Christian Polack, donc par Christian Polack, bien sûr. Et une dernière annonce très importante en ce qui me concerne, c'est difficile de se voir en ce moment. Ça a été très difficile et c'est difficile de demander à tout le monde de nous rejoindre, mais rejoignez-nous pour ces conférences en ligne. Même si c'est des conférences en ligne, rejoignez-nous. N'oubliez pas de cotiser. Ça nous permet d'organiser tout ça, ça nous permet de mettre en place ce genre de conférences, pour l'instant en ligne, mais en espérant pouvoir se revoir physiquement bientôt. Voilà, donc merci à tous et à bientôt physiquement, on l'espère. Merci Pierre. Au revoir.